Août 1957. Je viens d'avoir 20 ans. Je rentre de quelques jours de vacances. Un courrier du ministère de la Défense est arrivé. Vous êtes convoqué le vendredi 6 septembre 1957 à 8 heures à la caserne Charras à Courbevoie, en vue de votre incorporation au 19e régiment du génie, stationné à Hussendey. J'avais beau m'y attendre, c'est quand même la surprise. Vendredi 6 septembre. Réveil tôt le matin. Mon oncle Paul, qui a une voiture, nous conduit, mes parents et moi, à la caserne. De nombreux jeunes en civil se pressent à la grille, leur convocation à la main. Nous pénétrons dans la cour, les portes se referment, les familles tentent un dernier regard. Pour nous, une nouvelle vie commence. La journée se passe à répondre aux rassemblements, pointages, attentes, corvées diverses, pour enfin arriver au soir et embarquer dans des camions bâchés. Nous traversons Paris sous escorte motorisée, sans savoir où nous allons. Nous arrivons à la gare de Paris-Bercy. À cette époque, l'état-major préférait acheminer les convois à destination de l'Afrique du Nord le plus discrètement possible, car les manifestations d'opposants à la guerre d'Algérie étaient nombreuses. Un train nous attend en pleine voie. Nous embarquons dans des wagons anciens et inconfortables. Après une nuit et une journée d'un trajet ponctué de nombreux arrêts en rase campagne, nous arrivons en gare de Saint-Louis-des-Égalades, dans la banlieue de Marseille. Une journée d'attente au DIM de Sainte-Marthe. Des centaines d'hommes en uniforme ou en civil sont en attente d'embarquement. Des patrouilles ramassent les bidasses au hasard pour les corvées diverses. Pluche, balayage, nettoyage, plonge, etc. On est vite dans l'ambiance, on apprend à se planquer, on a l'impression d'être déshumanisé. Tôt le matin, des camions nous conduisent au port de la Joliette, destination Alger. Je me souviens de cet embarquement à bord du paquebot président de Cazalet, qui servait de transport de troupes. Il régnait une grande agitation sur le quai. L'atmosphère était fiévreuse, empreinte d'inquiétude. Au fil du temps, des groupes se formaient. L'heure du départ arriva, les haussières furent ôtées, et le navire s'écarta lentement du quai. Pour les bidasses, l'installation à bord était des plus sommaires. Nous étions entassés sur le pont et l'entrepont, avec des chaises longues en guise de lit. Les plus débrouillards disposant d'un peu d'argent pouvaient soudoyer des marins afin de bénéficier d'un confort pour une cabine de 3e classe. Sur le pont, quelques jeunes pieds noirs, civils et insouciants, rentraient chez eux après avoir passé leurs vacances en France. Ils jouaient de la guitare en chantant des chansons à la mode. Enfin, après 27 heures de traversée, les côtes se dessinent et nous voyons apparaître Alger-la-Blanche. À bord, officiers et sous-officiers nous regroupent en fonction de nos affectations. Embarquement à bord de GMC qui nous emmène à la caserne Le Mercier à Hussendey, quartier général du 19e régiment du génie. Incorporation, distribution du pactage, consigne, affectation dans les dortoirs, désignation des hommes de corvée, etc. L'armée pense pour nous, mais nous devons obéir sans réfléchir. C'est l'apprentissage de la vie militaire. Durant ces 2 mois de classe, discipline, maniement d'armes, exercice, garde, revue de casernement, de détail, de pactage, nous sommes mal nourris car les rations sont maigres et il nous arrive de manger de la moutarde et du sel pour calmer la faim, et puis les piqûres réglementaires qui nous contraignent à 2 jours de diète. Enfin, la première perme, premier moment de liberté, nous nous précipitons dans le premier restaurant à proximité. Je me souviens avoir mangé ce soir-là 2 steaks frites, le bonheur. Durant cette formation, il y a l'orientation. Nous passons des tests et je suis sélectionné pour être radio. J'ai une bonne oreille et je commence l'apprentissage de la lecture au son. Tout se passe bien.
mais au bout de quelques jours, je suis désigné pour une nouvelle formation, technicien radio. Dans le civil, je m'étais intéressé à la radio. J'avais construit des petits récepteurs et je connaissais la différence entre un condensateur et une résistance. Me voilà donc envoyé en formation à l'école militaire interarmes des transmissions à Beni-Messous, dans la banlieue d'Alger. Début des cours, 1er décembre. Pendant 4 mois, formation à la technique de la radio et surtout le dépannage. Le but, être capable de dépanner tous les types d'appareils utilisés en Algérie, avec en plus les gardes et les activités ordinaires, et enfin, le samedi et le dimanche, le quadrillage qui consiste à patrouiller et à procéder à des contrôles d'identité dans la banlieue d'Alger. Le premier Noël, un coup au moral malgré le repas amélioré, le réveillon est bien triste. De jeunes pieds noirs sont venus nous apporter quelques friandises. On apprécie le geste et la vie continue. Fin février 58, examen de fin de stage, remise des diplômes, j'ai obtenu tous mes brevets. Retour à Hussendey en attente de ma prochaine affectation. Quelques jours de détente à la caserne. Je suis nommé caporal à compter du 1er mars 58, avant de partir pour ma nouvelle affectation. Je suis muté à la première compagnie du 3e bataillon du 19e RG, stationné à Géryville, petite ville agricole dans Loire-Sénice sur les hauts plateaux. Pour la première fois depuis mon incorporation, je suis livré à moi-même. Je voyage en individuel. Mon ordre de mission, prendre le train d'Alger à Périgueux, puis la Rafale jusqu'à Bouktoub, et ensuite liaison routière vers ma compagnie. Les correspondances ne sont pas organisées. Je décide de passer par Oran plutôt que par Périgueux. Je me fais héberger au DIM, et j'en profite pour faire un peu de tourisme en attendant le train qui ne circule que certains jours. Le jour du départ arrive. Un train vétuste attend en gare. Les appelés l'ont surnommé la Rafale, en dérision de la faible vitesse avec laquelle il circule sur la voie étroite qui conduit à Colombéchard. Dans les wagons, les voyageurs s'entassent pêle-mêle, des bidasses et des autochtones avec des bagages on ne peut plus hétéroclites, allant du simple cabas chargé de provisions au couple de poulets liés par les pattes, en passant par les sacs de mil et de farine. Tiré par 2 locomotives diesel, le train démarre. Nous avons quitté la côte. Après Ceyda, les cultures et les vergers ont fait place aux plaines d'Alpha, puis à partir du Créder, à la cuvette de sable et de limon du Chott el-Chergui. Puis Bouktoub, mon point d'arrivée. Quelques villageois sont regroupés sous des tentes, dont celle de l'école en bordure de la voie ferrée. Le camion du génie qui assure la liaison courrier avec Géryville est là. Je me présente et embarque vers ma nouvelle destination. Une centaine de kilomètres au milieu de la steppe, des bouquets d'Alpha, et tout le long de la route, des poteaux électriques coupés. Arrivé au cantonnement de la compagnie, des tentes, des baraques fillots, quelques constructions en dur. Je me présente au capitaine. Bon accueil, mais il ne sait pas quoi faire de moi. Un technicien radio n'est pas utile dans cet environnement. D'autant que la compagnie doit faire mouvement pour édifier le barrage sur la frontière marocaine. En attendant, je suis affecté au bureau de compagnie. Travail pas trop difficile, participer à la préparation du déménagement de l'unité. Fin avril, le génie quitte Géryville. Le convoi s'ébranle vers de nouveaux horizons. Bouktoub, le Créder, Mécheria, Ain Sefra. À proximité, une petite oasis, Tiout, où nous stationnons en attendant de rejoindre notre destination finale. Après les hauts plateaux de Loire-Sénice et leur climat froid et brumeux, nous voici aux portes du sud. Beau temps, température agréable avec un environnement de carte postale. L'oasis est pas très loin, un site avec des gravures rupestres. On se croirait au Club Med, qui n'existe pas encore. Enfin, remise en route. Après avoir traversé les paysages désertiques de grès ocre des monts d'Exour, destination Beni Ounif, où nous arrivons début mai 58. Nous suivons à la radio les événements d'Alger. Nos copains pieds noirs sont heureux et pleins d'espoir. Ça y est, la guerre est finie, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Le 13 mai 1958, à Alger, des manifestants se rassemblent pour condamner les exactions du FLN et dénoncer le gouvernement de Paris soupçonné de vouloir négocier avec les nationalistes algériens.
La manifestation tourne à l'émeute, mais l'armée fraternise avec les manifestants et installe à la tête de l'Algérie un comité de salut public conduit par les généraux rebelles Massu et Salan. Depuis 4 ans, la guerre fait rage de l'autre côté de la Méditerranée et la 4e République en crise s'est divisée sur la question algérienne. Pendant 1 mois, la France est restée sans gouvernement. Lorsque le nouveau président du Conseil, Pierre Pfimlin, est nommé début mai, les Français d'Algérie et l'armée veulent empêcher la constitution de son gouvernement par crainte de l'émancipation de l'Algérie. Tandis que les militaires grondent et que Paris redoute un soulèvement, les gaullistes font acclamer le général de Gaulle depuis Alger et veulent ainsi provoquer son retour aux affaires. Sous la pression populaire et la menace insurrectionnelle, le Parlement cède finalement fin mai. Le général est investi président du Conseil avec les pleins pouvoirs pour régler la question algérienne et préparer une nouvelle constitution. À Alger, c'est l'enthousiasme, car de Gaulle a laissé croire aux partisans de l'Algérie française qu'il adhère à leur proposition d'intégration à la France. Je vous ai compris. Mais après avoir fait ratifier par référendum la nouvelle constitution qui met fin à l'instabilité gouvernementale de la 4e République et l'installe durablement au pouvoir, le général se prononce 1 an plus tard pour l'autodétermination de l'Algérie. En attendant, la compagnie s'implante dans le village. Nous logeons sous des tentes et dans quelques petites maisons appartements au chemin de fer algérien. De nouvelles activités nous attendent, complètement différentes de ce que faisait la compagnie auparavant. Fini les pistes, les constructions de casemates et les tours de guet. La construction du barrage, faire des relevés topographiques, poser des barbelés, poser des mines encriées et bondissantes. Comment fonctionnent-elles, comment s'y prendre? La plupart d'entre nous n'avons aucune formation dans la matière, on apprendra sur le tas. Les tâches sont attribuées aux différentes sections. Je fais partie des volontaires pour la partie finale, piégeage et amorçage. On nous propose des protections, tabliers en grosse toile armée, visières et lunettes. Mais finalement nous y renonçons, pas pratique pour crapahuter dans les barbelés et insupportable avec la chaleur. Enfin, en juin, je suis nommé caporal-chef. Ça ne change pas grand-chose dans la vie quotidienne, les notions de grade ne sont pas marquées. Nous sommes pour la plupart désappelés, même les engagés sont des jeunes comme nous. Petit à petit, une sorte de routine s'installe. Réveil à 5 heures, départ à 6 heures pour le chantier, retour vers 14 heures, déjeuner et repos. Il fait trop chaud pour travailler l'après-midi. Les mois passent. Début décembre 58, je suis nommé sergent. J'ai ma première perme. Retour en France pour 28 jours. Enfin, je retrouve la famille et les amis. Tous sont curieux de savoir ce qui se passe en Algérie. Finalement, je n'ai pas grand-chose à en dire. Beniounif est loin de tout. Je suis déphasé car la vie a évolué depuis 15 mois. Finalement, je suis devenu plus adulte. Début janvier 59, retour à Beniounif. La Rafale fait le trajet en 2 jours avec une étape à Ain Sefra. J'apprends que le génie va déménager pour occuper le borge de Djenaned Dar, à quelques kilomètres au sud-est.
Nous allons être logés dans du dur, dans un cadre magnifique. Construit par la Légion du temps de la pacification, le fort est une magnifique construction et nous avons des chambres, des douches, des cuisines, un mess, un foyer et même à proximité un bassin que nous remettrons en état pour en faire une petite piscine. La fondation de l'âtre nous a fait parvenir un réfrigérateur. Nous allons pouvoir boire de la bière fraîche. Dans les sous-sols, d'immenses caves dans lesquelles nous entreposons nos mines. Nous y allons régulièrement et mettons en émoi des milliers de chauves-souris apeurées par les lampes électriques. Er mars 59, je suis passé à DL, au-delà de la durée légale. Ma solde augmente, mais il n'y a pas d'occasion de dépenser. Je fais quelques achats par correspondance via le Bled, le journal des appelés, et j'acquiers mon premier vrai appareil de photo, un Focasport. 1er septembre 59, je suis super ADL. La solde augmente de façon importante, elle est pratiquement égale à celle des engagés. Petit à petit, le barrage avance. Nous avons acquis une bonne maîtrise dans la pose des mines. Pour être plus efficace, nous inventons des systèmes de piégeage. C'est presque devenu un jeu entre nous. Septembre 59. Le jeu a failli mal tourner. En vérifiant la tension des fils, un déséquilibre s'est produit. La mine a dépoté, elle m'a touché à l'arcade sourcilière. Je suis tombé au milieu des barbelés et des mines encriées. Plus de peur que de mal. Les copains m'ont dégagé. Séjour d'une semaine à l'hôpital de Béchar. Retour à Djenaneddar. Une surprise m'attend. Je suis cité à l'ordre de la brigade. Retour à Béchar pour la remise des décorations. Je recevrai la valeur militaire avec étoile de bronze. Novembre 59. Je suis maintenant libérable. Je ne vais plus sur le chantier. Dans quelques semaines, ça sera la quille.
Mon ordre de libération arrive. Retour à Béchar pour prendre l'Inox, le train rapide. Le trajet pour Oran en une journée. Je m'arrête à Saïda, je m'habille en civil et prends un car pour Oran. Je choisis un petit hôtel et profite d'un retour anticipé à la vie civile en attendant l'ordre d'embarquement. Je reviens au DIM la veille du départ. Le Sidi Balabès me ramène en France. Un dernier regard à Notre-Dame de Santa Cruz et dès que le bateau a quitté le port, la houle se forme et le bateau commence à balloter. Je reste dans ma cabine en attendant le repas. Je pense à tous ceux que j'ai connus durant ces longs mois. Je ne pense pas encore à tous ceux que je connaîtrai très longtemps grâce au club des anciens sahariens. Enfin, le repas est servi dans la grande salle à manger. Peu de monde. Sur la table sont fixés des arceaux destinés à bloquer les plats pour éviter qu'ils ne glissent. La houle se fait plus forte. Après dîner, je fais quelques photos et rejoins ma cabine. « 3 décembre 1959. Nous arrivons à Marseille au petit matin. C'est l'émotion sur le quai. Les titres des journaux s'étalent à la une. Le barrage de Malpasset à Fréjus s'est rompu. Plusieurs centaines de morts. Dur retour à la réalité. Je prends le train pour Paris. Plus de 28 mois se sont passés.